Bonjour, le cours d'aujourd'hui porte sur l'exploration du métabolisme du fer. Comme plan du cours, on verra une introduction, le rôle du fer dans l'organisme, le métabolisme du fer et les différents acteurs du métabolisme du fer. On verra également l'exploration du métabolisme du fer, les variations physiopathologiques, à savoir les carences en fer et les surcharges en fer, ainsi qu'une conclusion. En introduction, l'importance du fer dans l'organisme est liée essentiellement à sa présence dans la molécule d'hémoglobine. La carence en fer est l'une des pathologies les plus fréquentes dans le monde. Plus de 1 milliard d'individus sont concernés. À l'opposé, la surcharge en fer est toxique avec des conséquences pathologiques importantes. Commençons par le rôle du fer. Le fer est un oligo-élément minéral essentiel. Qu'est-ce que c'est un oligo-élément ? En réalité, les oligo-éléments représentent une classe de nutriments d'éléments minéraux qui sont nécessaires à la vie d'un organisme, mais en quantité très faible. Ceux-ci possèdent également une toxicité pour l'organisme lorsqu'ils sont présents à des taux trop élevés. Lorsque l'oligo-élément est dit essentiel, l'absence comme un apport excessif sont létaux. Donc il y a une relation paradoxale, c'est que d'un côté le fer il est indispensable pour notre organisme mais à des quantités très faibles et sa présence à des taux trop élevés, ça devient toxique pour notre organisme. On distingue deux catégories de fer. Il y a le fer ferreux et il y a le fer ferrique. Le fer ferreux, le Fe2+, ou bien le fer héminique, c'est-à-dire qui rentre dans la structure de la molécule d'âme. Une molécule d'âme, donc vous avez la molécule d'âme qui est une association ou bien liaison de 4 noyaux pyrrole centrés d'un atome de fer. Donc on les retrouve à l'intérieur de l'hémoglobine, de la myoglobine et des enzymes d'oxydoréduction de la chaîne respiratoire, à savoir la cytochrome oxydase et la catalase. Par contre, le fer ferrique, ou bien non héminique, on le trouve au niveau de sa protéine de transport qui est la transférine et au niveau de ses protéines de réserve qui sont la ferritine et l'hémosidérine, et il y a aussi d'autres enzymes. L'organisme contient 3 à 5 grammes de fer au total. Le fer participe à de nombreux processus métaboliques essentiels à la vie cellulaire. Il participe au transport de l'oxygène aux tissus, participe également au transport des électrons dans la chaîne respiratoire et il joue le rôle d'un cofacteur des réactions enzymatiques du fait de sa capacité à accepter ou donner des électrons en fonction de son degré d'oxydation, c'est-à-dire il peut passer facilement de l'état ferreux vers l'état ferrique et vice-versa. Une petite remarque, dans l'organisme, le fer n'est normalement pas présent à l'état libre ionisé car il induit la formation de radicaux libres toxiques. Passons maintenant au métabolisme du fer. Les apports et les besoins, donc c'est-à-dire les besoins sont de l'ordre de 1 mg par 24 heures chez l'homme, sont de l'ordre de 2 à 3 mg par 24 heures chez la femme. Ceci est dû à son activité génitale. Et ils sont de l'ordre de 4 à 6 mg par 24 heures chez la femme enceinte. Ceci est dû à la production de nouveaux globules rouges. Voyons un petit peu la composition de certains aliments, c'est-à-dire en fer. Donc si on prend les épinards, à 100 g d'épinards on trouve 1,7 jusqu'à 4,4 mg de fer. Les lentilles par contre et les pois chiches sont beaucoup plus riches en fer par rapport aux épinards. Les lentilles on trouve donc 7 à 11,2 et vous avez la viande et le foie et les abats donc qui sont un peu plus riches en fer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la viande contient du fer héminique. Par contre, les végétaux, les œufs, les fruits secs contiennent du fer non héminique. L'apport alimentaire quotidien doit être compris entre 10 à 20 mg. Donc ceci est le héros de la bande dessinée Popeye, une information erronée. Finalement, c'est-à-dire les épinards ne représentent pas, c'est-à-dire n'est pas le maître des aliments ferreux. On passe maintenant à l'absorption. Le taux d'absorption est de l'ordre de 10 à 20%, c'est-à-dire seulement 1 à 2 mg seront absorbés pendant 24 heures. Le lieu d'absorption, c'est le duodénum et à moindre degré, c'est le jéjunum. Donc pour l'absorption, le fer il sera absorbé. Donc voilà
une cellule intestinale, le fer est absorbé au niveau du pôle apical des entérocytes matures et il sera adressé au pôle basolatéral, puis le fer sera exporté vers le plasma. Voyons un petit peu les acteurs de l'absorption du fer. Le fer, donc on a deux situations, on a le fer ferrique et le fer ferreux. Le fer ferrique, commençons par le fer ferrique. La première réaction, le fer ferrique subit une réduction en fer ferreux grâce à une ferriréductase qui est la cytochrome B réductase 1. Ensuite, l'absorption met en jeu un transporteur spécifique, plutôt un transporteur non spécifique, c'est le DMT1 pour diméthyle transporteur 1. Non spécifique du fer parce qu'il intervient également dans le transport des autres cations divalents tels que le cuivre, le zinc et même le plomb. Donc là, c'était l'absorption au niveau du pôle apical du fer ferrique. Maintenant, le fer ferreux contenu dans une molécule d'hème, vous avez la molécule d'hème sera endocytée grâce à un transporteur qui est le HCP1 pour M Carrier Transporter, puis le fer ferreux plus la biliverdine, donc c'est-à-dire une fois à l'intérieur de la cellule intestinale, le fer ferreux sera libéré grâce à l'action d'une enzyme qui est l'hème-oxygénase. Le fer héminique est mieux absorbé que le fer non héminique, c'est-à-dire que l'apport, il représente les 2/3 du fer absorbé. En plus, une autre remarque, c'est que le fer non héminique, il doit être libéré des complexes alimentaires et ionisé, il doit être réduit à l'état ferreux. Continuons toujours avec le phénomène d'absorption. Donc, une fois retrouvé à l'intérieur de la cellule intestinale, donc on a le fer ferreux, une partie du fer, elle reste dans la cellule associée à la ferritine et elle sera éliminée lors de la desquamation des cellules. Par contre, pour l'absorption, donc vous avez deux protéines qui sont impliquées dans l'absorption. Donc vous avez la ferroportine qui assure le transport du fer, c'est-à-dire du fer ferreux de l'intérieur de la cellule intestinale vers la circulation sanguine. Et on a une deuxième protéine, c'est l'éphaestine, qui permet l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique qui sera prise en charge par sa protéine de transport qui est la transférine. Passons maintenant au transport. Le transport est assuré par la transférine, appelée également la sidérophiline. C'est une bêta-1 globuline synthétisée par le foie. Elle ne lie que le fer ferrique. Elle ne lie jamais le fer ferreux. Troisièmement, la saturation en fer de la transférine est de 30 à 40%. Pour la transférine, c'est une protéine qui est capable de lier normalement 6 atomes de fer, mais à l'état normal, elle ne lie que 1 à 2 atomes de fer. Passons maintenant à l'utilisation du fer. Le fer est normalement dirigé principalement vers le compartiment médulaire où il est utilisé pour la synthèse de l'hémoglobine. Pour le reste, vers les autres sites d'utilisation, par exemple au niveau musculaire pour la synthèse de la myoglobine, ou bien les sites de stockage, c'est-à-dire au niveau des macrophages et des hépatocytes. Donc là, les récepteurs de la transférine, c'est-à-dire sont exprimés au niveau des hépatocytes et au niveau des cellules érythropoïétiques, c'est-à-dire au niveau des érythroblastes. Donc là, vous avez le fer associé à sa protéine de transport qui est la transférine. Donc vous voyez que le fer est à l'état ferrique, d'accord? Donc il va se lier à un récepteur de la transférine. On a deux types de récepteurs de la transférine. Il y a le récepteur 1 et le récepteur 2. Le récepteur 2, donc, qui est exprimé surtout au niveau du foie, et son affinité pour la transférine est 30 fois plutôt plus faible que celle des récepteurs de la transférine 1 qui sont exprimés surtout au niveau des érythroblastes. Voilà, ensuite le complexe fer, transférine, récepteur est alors capté par la cellule par endocytose. Donc ensuite, vous avez libération donc, de la transférine, libération du récepteur. Donc, contre le fer, c'est-à-dire il sera transporté jusqu'à la mitochondrie pour être intégré dans une molécule d'hème pour formation de l'hémoglobine. Dans le sérum, le récepteur circule sous une forme tronquée du domaine extracellulaire
on parle de récepteur soluble de la transférine. Le récepteur soluble de la transférine, c'est quoi? C'est juste une partie tronquée du récepteur membranaire. Sachant que la concentration plasmatique du récepteur soluble de la transférine est étroitement corrélée au nombre du récepteur de la transférine membranaire. Et c'est-à-dire ce récepteur soluble de la transférine, on peut l'exploiter en biologie et on peut le doser. Concernant les érythrocytes sénescents, les érythrocytes sénescents subissent une érythrophagocytose par les macrophages de la rate de la moelle osseuse et dans une moindre mesure par les cellules de Kupfer. Et donc là, vous avez la libération du fer, c'est-à-dire qui va être incorporé dans la synthèse de nouveaux globules rouges. Finalement, pour le fer, il n'y a pas vraiment de perte parce que le fer, c'est-à-dire des globules rouges vieux, sera récupéré et sera réintégré, d'accord, c'est-à-dire dans de nouveaux globules rouges. Juste une petite remarque, c'est que au niveau donc des macrophages, on trouve la cyruloplasmine qui joue le même rôle que l'éphaïstine, mais elle est impliquée dans la sortie du fer des macrophages. Cinquièmement, le stockage du fer. Le stockage du fer, il est assuré au niveau cellulaire par les hépatocytes, par les macrophages et par les monocytes. Le fer des réserves existe sous deux formes. Vous avez la ferritine et l'hémosidérine. La ferritine, c'est une forme labile. L'hémosidérine, c'est une forme qui est fixe. C'est-à-dire la ferritine, c'est une forme qui est facilement échangeable, contrairement à l'hémosidérine, c'est une forme qui est, c'est-à-dire difficilement échangeable avec la transférine. Pour la ferritine, donc, il s'agit donc d'une protéine assemblée en sphère creuse qui peut contenir jusqu'à 4005 atomes de fer. Voilà, de fer. Par contre, l'hémosidérine, en réalité, c'est-à-dire elle est obtenue après digestion lysosomiale des agrégats de la ferritine. Pour la ferritine, elle reflète exactement l'état des réserves de notre organisme en fer. Et donc là, pour l'hémosidérine, elle est localisée à l'intérieur des macrophages. Et finalement, l'hémosidérine, il s'agit de ferritine qui précipite quand sa charge en fer devient supérieure à 25% de sa masse totale. Concernant l'élimination, donc l'élimination, les pertes du fer sont de l'ordre de 1 mg par 24 heures chez l'homme, 2 à 3 mg par 24 heures chez la femme, toujours en raison de l'activité génitale, et la femme enceinte, donc là vous voyez que c'est-à-dire que les pertes sont minimes par rapport aux apports ou bien par rapport aux besoins. Donc l'élimination du fer se fait à travers la peau et la sueur, au niveau des urines, par desquamation intestinale des cellules, c'est-à-dire des cellules et excrétions biliaires, mais aussi les menstruations chez la femme. Voilà un petit schéma qui récapitule les différentes c'est-à-dire phases du métabolisme du fer, donc à savoir l'absorption, le transport, l'utilisation et le stockage. Sont maintenant à la régulation. Premier niveau de régulation, l'HCP1 est régulé par le statut en fer. C'est une protéine qui peut être localisée au niveau membranaire ou bien au niveau cytoplasmique en fonction du statut en fer. Si on est devant une carence, la protéine, elle est localisée au pôle apical des entérocytes. Si on est devant une surcharge en fer, la protéine migre vers le cytoplasme et ne permet pas l'absorption du fer.